Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Effectivement, nous sommes lundi 19 octobre. Vendredi après-midi, je venais récupérer mon véhicule d'une révision dans un petit garage. Et puis je sympathise avec un monsieur avec un fort accent, un accent de l'Europe de l'Est. Il dit, tiens, vous avez un drôle d'accent. Ex-Yougoslavie, il me dit oui, Kosovo. Et puis autour d'un café, on a commencé à discuter comme ça. Et puis, ce monsieur, kosovar, depuis 30 ans en France, musulman, ne comprenait pas l'état de la France. Il ne comprenait pas ce laxisme, de voir cette incivilité, cet ensauvagement, etc., etc. Et ne reconnaissait plus la France qu'il avait connue il y a encore 30 ans. Voilà. Et puis, une heure après, nous apprenions une décapitation. Voilà. La barbarie dans les banlieues parisiennes. Enfin, dans les banlieues parisiennes, partout en France plutôt, oui. Voilà. Donc ça va être le sujet de ma vidéo. Je reviens sur deux choses. Sur ma vidéo 169, la dernière, je fais une allusion donc au principal suspect dans l'assassinat de la jeune Victorine. Et ce fameux Ludovic Bertin, je suis un petit peu sceptique sur le nom, quand on voit les photos. Et on apprenait que, loin d'être un père de famille sans problème comme il a été présenté, parce qu'au départ on nous a dit « Ah, c'est un jeune père de 25 ans », c'est en réalité un énième délinquant récidiviste, une fois de plus un récidiviste, qui est passé à l'acte et qui a tué. Il a confessé que c'était une bousculade involontaire qui aurait entraîné une dispute entre les deux protagonistes, vous voyez. Un gaillard de 25 ans, il va aller se disputer avec une jeune fille d'une vingtaine d'années. Et après cette dispute, voilà, et du coup, il lui a serré le cou et il l'a tué. Voilà. Donc, il nie tout caractère sexuel à cette agression. Hein. Ben voyons. Hein. Pourtant, la jeune fille n'avait plus son pantalon. Hein. D'ailleurs, donc quand même bizarre. Et quand on voit les articles de journaux, il semblerait, d'après les voisins, les connaissances, qu'il se prenait pour un dieu. Il avait l'habitude de dire que les filles ne lui résistaient pas. Et il y en a une qui lui a résisté et elle a payé avec sa vie. Même certains voisins indiquaient qu'il leur faisait peur et qu'ils ont quitté le quartier à cause de lui. Comme quoi que ce n'était pas un si gentil garçon et père de famille. Mais bon, elle ne reviendra pas, la jeune Victorine. Bien, sur la vidéo précédente, il y avait une dame, Emma, qui me dit, concernant la libération de Sophie Petronin, hein, qui était passée à l'islam, elle me dit, mais vous ne voyez pas le message de cette dame, elle vous dit que les guerres sont politiques et pour l'argent, oui, d'accord, et que l'islam n'a rien à voir. Oui, bientôt, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un coup de couteau à cause de l'islam, une décapitation, hein, voilà. On peut se poser la question, la pandémie, ce n'est pas le Covid, hein, c'est l'islam, l'islamisme, etc., etc. Bon, on va y revenir. Dans 10 secondes, je suis avec vous et on attaque, malheureusement, cette douloureuse histoire. A tout de suite. Me revoilà. Bien, cette triste affaire, vous l'avez appris, vous avez eu les détails dans les journaux. Effectivement, il y a une dizaine de personnes qui sont désormais en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un professeur d'histoire, vendredi après-midi à Conflans-Sainte-Honorée. Donc évidemment, l'auteur des faits, maintenant vous le savez, c'est un jeune homme de 18 ans, né à Moscou en 2002, d'origine tchétchène. Il s'appelle Abullah Anzorov, il est d'origine tchétchène. Donc une fois de plus, hein, le lien entre immigration et terrorisme islamiste, bien entendu. Et là, les responsables politiques ont fermé les yeux pendant des années et les conséquences, nous les voyons, semaine après semaine.
Maintenant, vous le savez, le geste de l'assaillant a été revendiqué sur un compte Twitter qui depuis a été fermé. Sur ce compte, on pouvait voir la photo de la victime après l'agression. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois cette tête complètement décapitée. Voilà, un sauvage homicide perpétré par des personnes recueillies en France. Hein. Et en remerciement, ils veulent nous imposer leurs coutumes barbares. Donc, hommage à ce professeur décapité pour avoir fait un cours sur la liberté d'expression. Être décapité en pleine rue en France, c'est pas un fait divers. De plus, c'est un acte de trop, c'est un acte ignoble, immonde. Rien ne peut justifier cela. Tuer quelqu'un pour un dessein, c'est une atteinte grave à l'ensemble du peuple français. Il y a eu une véritable chasse à l'homme. L'éducation nationale savait, l'enseignant n'a pas été protégé et ceux qui le calomniaient n'ont pas été inquiétés. Assez de cette lâcheté d'État, ne cédons plus à la pression islamiste. Alors, d'après certains renseignements, certains disent que Samuel Paty s'apprêtait à être sanctionné par l'Académie pour avoir osé montrer des caricatures du prophète, d'après une note des agents locaux du renseignement territorial. Donc cette note, envoyée le 12 octobre, retrace, si vous voulez, l'ensemble des faits qui ont mené à la décapitation. Voilà. L'incident, il faut revenir au fait, l'incident est intervenu le 5 octobre dernier au collège donc, de Conflans-Sainte-Honorine. Le professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, avait dispensé un cours sur la liberté d'expression et avait donc montré les caricatures à certains de ses élèves. Le but, c'était de dire, vous voyez, il y a eu ces caricatures, ça conduit aux attentats de Charlie. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de plusieurs religions différentes, etc., de cultures différentes, et il y a des gens qui sont offensés par ça. Nous, les Gaulois, il y a des caricatures sur le pape. Bon, ben, parfois, certains qui sont catholiques très pratiquants, ça leur fait pas plaisir, mais ils vont pas tuer l'auteur du dessin pour ça. Par contre, dans certaines religions, on passe à l'acte et on décapite. Alors, comment dire d'après les témoignages, c'était quelqu'un de très sympathique, de très convivial, et il avait invité ceux qui pouvaient être gênés, les élèves musulmans, à sortir de la salle de classe. Hein. Et donc, du coup, ça a dégénéré des chercheurs de merde, des fouteurs de merde. Hein. La polémique a démarré. Dès le lendemain, une mère de famille avait interrogé la principale du collège sur la mise à l'écart de sa fille lors de ce cours. Ouais, donc Samuel Paty a dû s'expliquer avec la famille et s'excuser s'il avait été maladroit. Mais ça n'a pas arrangé la situation. L'administration a reçu un nombre d'emails de la part des parents. Certains étaient encore plus irrités. Certains parents d'élèves nous disaient « Face au climat actuel de la France, il y a un climat d'islamophobie s'est installé, et puis vous attaquez nos enfants, etc. etc. » Il semblerait que la principale du collège, le vendredi 9 octobre, a demandé à un inspecteur de venir rappeler à Samuel Paty les règles de la laïcité et de la neutralité, dans le but de permettre de préparer la rencontre programmée entre le professeur, la principale et les parents d'élèves. Mais le problème, bon, il y avait déjà ça a commencé à brasser. Mais la plus grosse faute, c'est un monsieur, vous avez peut-être dû voir les vidéos, Brahim Chnina. La fille Zaina, en fin de compte, ils se rencontrent, toute l'histoire est partie sur un mensonge. Hein. Donc, cette autopère, la fille Zaina n'a pas assisté à la scène, a alors annoncé qu'il voulait manifester devant l'école. Il s'est présenté aux côtés d'Abdel Hakim Sefrioui, un activiste antisémite, membre du Conseil des imams de France, et déjà connu depuis des années pour des dérives islamistes. Et ce Brahim Chnina a traité le professeur de voyou. Abdelhakim Sefrioui s'en est pris à l'administration du collège dans une vidéo. Il a accusé les fonctionnaires de protéger Samuel Paty. Voilà, ils ont voulu mobiliser pour faire une action devant l'établissement, devant l'inspection académique, voilà. Et ils ont brassé, et donné l'adresse, les horaires, etc., etc. Et ce qui est arrivé, Samuel s'est fait décapiter par un terroriste islamiste. Donc, toujours cette victimisation, ils en ont rajouté, alors qu'en fin de compte, vous vous rendez compte, aller raconter que le professeur avait montré des photos pornographiques à des enfants, alors qu'en fin de compte, il suivait simplement les directives du programme et que c'était dans un cours un petit peu d'éducation civique pour montrer qu'on pouvait avoir la liberté d'expression, mais que certaines personnes ne le toléraient pas. Vous voyez, et oser dire, pour un croquis
un petit croquis comme ça, montrant le corps du prophète avec un turban nu, les fesses à l'air, avec une étoile tamponnée sur ses fesses, une étoile aînée, ben pour ça, on tue, on ôte la vie. Parce que le prophète, s'il veut se venger, il est assez puissant pour se venger. Il n'a pas besoin d'avoir un petit couillon de Tchétchène qui vienne décapiter. Mais bon, je l'ai déjà dit. Mais certains ne comprennent pas parce que... Enfin bon. Tous les profs... Rendez compte que tous les profs qui sont pris à partie parce qu'ils heurtent, soi-disant, la foi de leurs élèves, il faut qu'ils le fassent savoir. C'est dans leur quotidien, ils ont manifesté hier. Mais oui, mais ils étaient de gauche, c'était le vivre ensemble. Eh bien oui, voilà. Maintenant, ils en payent le prix. Hein. Quand depuis des années, on disait qu'il y a quand même un problème. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas dire... Le racisme, c'est se sentir supérieur à une autre race. Moi, je me sens supérieur à personne. Mais il y a des religions qui représentent complètement une entité, voilà, hein, qui dirigent chaque moment de la vie et qui sont incompatibles avec une vie à la française, une vie laïque où la religion, c'est dans son intime, et voilà. C'est le pain quotidien des professeurs. D'ailleurs, il y a 5 ans, au moment de Charlie Hebdo, il y a des tas d'élèves qui ont fait l'apologie des crimes islamistes, et... Et ça a continué, hein. Encore plus nombreux. Le verre est dans le fruit depuis trop longtemps. Vous voyez, d'ailleurs, je vous passe le texte d'une enseignante qui avait fait, qui c'est Salia Ben Safi. Donc c'est quelqu'un issu de l'immigration. Bon. Notre collègue professeur avait signalé les menaces et sa peur à sa hiérarchie qui lui a demandé de ne pas faire de vagues. Notre syndicat, SNEF-FSU, a été alerté comme l'académie qui a laissé faire. Plusieurs parents d'élèves ont réclamé ouvertement sa démission. Nous sommes tous des lâches. On a le sang de sa tête décapité sur les mains. J'ai honte. Personne ne veut plus enseigner en banlieue. On y recrute un niveau bac et seuls les étudiants issus de l'immigration comme moi sont volontaires. Malheureusement, mes collègues ont soutenu les parents d'élèves qui sont venus se plaindre. La colère a grandi. Ils ont renseigné les plus virulents sur sa vie privée, ont donné son adresse et ses heures de sortie. Ce soir, je les ai vus se réjouir. Voilà, hein ? En France, en 2020, après 40 ans de socialisme et de soumission, n'importe quel mécréant peut devenir, dans son propre pays, vous, moi, on peut devenir le gibier d'un importé, d'un espèce de migrant, d'immigré importé, vengeur colonial, en quête de 72 vierges, voulant défendre l'honneur posthume de son prophète, promoteur de guerre, vol, viol, conquête et charia. Il y a eu de vrais appels à la haine avec le CCIF, l'UOIF, le CFCM, plein d'agitateurs, etc., etc. Résultat, décapitation. Plainte pour délit de blasphème, voyons. Quel est le crime? Être prof dans son propre pays et défendre la liberté d'expression et être décapité par des cafards que notre pays a accueillis. Et on les a accueillis, nourris, sauvés, hein, qui retournent en Tchétchénie. On verra comme ça se passe. Notre délirant droit d'asile accordé à n'importe qui. Pensez, condoléances à cette famille, à cette énième victime de ces barbares, lobotomisés au Coran. Le Coran. Est-ce que c'est la religion ou c'est la drogue du violeur et du décapiteur? Nous sommes victimes de notre justice, tarée et irresponsable, qui laisse des dangers publics en liberté. J'insiste, les tarés qui attaquent au couteau sont souvent remontés par des promoteurs de haine dans des mosquées. Mais quelque part, le message, c'est quoi? C'est que nous, musulmans, on vous impose, on va vous imposer nos codes, et celui qui va contre les paroles du prophète, eh ben on le massacrera. Combien d'essais, d'assassinats, de vies perdues, de sang versé pour des desseins? Parler d'amour, d'une religion d'amour et de paix, et tuer pour des desseins, c'est ça l'élévation spirituelle d'une religion? Mais c'est de la débilité. Il y a 10% de voyous, et il y a 10% de tarés ultra-religieux qui compromettent complètement toute une communauté. Ces religieux qui font la promotion du djihad. Moi, je parle de logique, simplement. D'un pays civilisé, on doit vivre dans l'harmonie, la tranquillité, mais ce n'est pas le cas. Les voyous agressent pour une cigarette, un regard,
Pour une jupe trop courte, bien sûr, bien entendu. Et puis les fanatiques vous égorgent pour avoir parlé de laïcité et d'éducation civique et de droit du blasphème. Et après, cette même communauté va dire, oui, on est stigmatisé, l'État français en veut aux musulmans et tout. Mais c'est de la victimisation. Quand ils vont à la caisse d'allocation familiale, ils ne sont pas victimisés. Hein. Loin de là. Hein. Et donc, beaucoup de gens issus d'immigration, comme je vous le disais, nous disent, mais comment ça se fait que vous laissez les étrangers faire la loi chez vous? Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y en a pas un qui est de travers. Enfin bon, comme on dit, dans le pays d'origine de leur famille, à ces personnes immigrées, on ne bouge pas une oreille. Hein, Mais bon, donc notre pays part en couille, nous sommes méprisés par ces gens-là. Ils jouent de notre lâcheté, de notre absence de solidarité. Hein. Tout cela vient de la caste politico-médiatique qui, pendant des années, eux, ils étaient bien tranquilles hein, dans leur quartier bourgeois, avec leur garde du corps. Ils ont refusé de voir la vérité en face. Toujours ce déni. Refuser de voir la vérité. Et on a donc un abcès qui grossit, qui contamine les communautés musulmanes en les radicalisant. Pourtant, le professeur a simplement appliqué un programme scolaire pour expliquer la liberté de penser et de blasphémer. Voilà. Bien sûr, Macron, lui, sa priorité, c'était de nous expliquer comment nous laver les mains, aérer notre intérieur, porter le masque. Hein, voilà. Hein. Alors, ils ne passeront pas, nous dit-il, mais il y a bien longtemps qu'ils ont passé. Tu es en retard d'une guerre, mon cher ami. Tu as dénié ça. Tu as dit que c'était du multiculturalisme. Tu as toujours défendu cette religion. Il faut s'attaquer à l'immigration incontrôlée, au clientisme électoral des élus qui surfent sur le communautarisme et qui leur accordent des privilèges, des salles de prière, des choses comme ça. Nous sommes dans la lâcheté face à des puissances étrangères comme la Turquie qui flirte avec l'islamisme et le terrorisme. Il y a une explosion de la délinquance et cette délinquance cohabite avec la radicalisation islamique. On n'a pas besoin d'avoir des tweets, des rodomontades devant la télévision, mais on a besoin d'un chef d'État. Et voilà. Alors, je reviens justement, le roi du pipeau, ils ne passeront pas, l'obscurantisme ne gagnera pas. Le chef d'État était très ému. Il était entouré de Darmanin, de Jean-Michel Blanquer. Il a appelé la nation à faire bloc. Sur le message Twitter, il y avait la photo malheureusement de la victime décapitée et le sauvageon, le barbare, avait marqué que Emmanuel Macron était qualifié de dirigeant des infidèles. Voilà. Enfin, depuis le temps qu'on nous le disions et personne ne veut nous entendre. Alors on va faire un hommage national, mais bien sûr, un petit hommage. Hein. Au retour des classes, on va en parler. Et puis 15 jours après, ça sera terminé et on attendra une autre affaire. Tous et toutes nous ferons bloc, ils ne passeront pas, ils ne nous diviseront pas. Voilà. Ouais. Nous devons tous nous tenir tous ensemble. Eh oui, bien sûr. Nos enseignants, ça c'est Jean Castex, nos enseignants continueront à éveiller l'esprit critique des citoyens de la République et à les émanciper de tous les totalitarismes et de tous les obscurantismes. Parole, encore des bleus. Alors moi j'ai des personnes qui m'écrivent. J'ai des personnes. Mais j'ai lu un article, oui, j'ai des personnes qui m'écrivent, mais je suis tombé sur un courrier d'un avocat, Régis de Castelnau, qui nous dit: l'abomination de Conflans-Sainte-Honorine fait peur, est-ce normal? Tout le monde y va depuis ce matin de ces solutions, et c'est normal. Le professeur Martyr avait déposé plainte pour des menaces dont il était l'objet, à la suite de la monstrueuse vidéo de délation dont il avait été victime, et dont la diffusion est un formidable symptôme de ce qui nous arrive. Comme ça, un parent d'élève a pu tranquillement, sans aucun complexe, lancer ce qui n'était rien d'autre qu'une fatwa soutenue par le CCIF, derrière laquelle toute la gauche avait défilé au cri d'Allahu Akbar l'année dernière, hein, Mélenchon, Martinez, déferlement de menaces et de morts comme d'habitude. Il ne s'est rien passé. Comme dans l'affaire de la petite Mila,
Des insultes, des menaces de mort par milliers. Une jeune fille de 16 ans avait été contrainte de quitter le lycée sans obtenir le moindre soutien des enseignants et de leur hiérarchie. Elle avait dû déménager, elle était refusée par tous les établissements publics d'enseignement. Elle n'a pu se réfugier que dans un collège ou un lycée privé. Le procureur local avait même commencé par entamer des poursuites contre elle avant de battre en retraite devant le tollé. En revanche, jusqu'à présent, aucune conséquence judiciaire pour les harceleurs et leurs menaces de mort. Quelques mises en examen pour la forme et pas une sanction. Bravo les magistrats, quelle rapidité, quelle célérité, quelle conscience professionnelle, hein, bien sûr. Et puis bien sûr, pas un procureur pour s'inquiéter de ce qui arrivait au malheureux Samuel Paty, que dalle, on vous laisse tomber. Hein. C'est vrai qu'ils sont occupés, les magistrats, à faire des assemblées générales, à signer les pétitions pour obtenir le départ du garde des Sceaux. Ils ont autre chose à foutre que de s'occuper du terrorisme islamique, on est bien d'accord. Et puis il fallait s'occuper de... Après 8 ans de procédure, il fallait vite entendre pendant 3 jours Nicolas Sarkozy, c'était urgent. Ça, c'était prioritaire. Hein. Avec une justice comme ça, c'est sûr qu'on est sauvé. Alors, il y a des gens, je vous disais, qui m'écrivent et qui constatent l'escalade. Hein. Il y a eu un dépôt de plainte, une contre-plainte pour diffamation du prof, et puis ça n'aboutit à rien. Ça aboutit quoi? En une horreur absolue, hein. Couteau de boucher, décapitation. Il faut quand même rappeler que Samuel Paty avait été très très prudent, avait compris que ça pouvait poser des problèmes. Il avait quand même demandé, il avait eu la gentillesse de demander aux élèves musulmans en disant « Bon, c'est quelque chose d'un peu particulier, si vous voulez sortir, etc. etc. » Bon, comme d'habitude, il y a des fouteurs de merde. Voyez l'âge, l'ethnie, la religion, la nationalité du coupable, voilà. Hein. Rappelons quand même, il y avait eu des affrontements interethniques et intermusulmans entre Tchétchènes et Maghrébins sur Dijon. Hein. Donc les Tchétchènes, c'est pas des tendres non plus. Comment dire? On peut se poser la question, la communauté tchétchène, ce qu'elle fout en France, hein, il n'y a plus de guerre. C'est maintenant un État souverain, sous la tutelle de Moscou, mais dirigé par un chef de guerre islamiste, un pays qui n'est pas en guerre, et qui a manifesté, je crois qu'il y avait 1 million de manifestants en Tchétchénie pour Charlie Hebdo. Ils étaient contents des attentats de Charlie Hebdo. Voilà, hein, et donc chez eux, c'est la loi islamique. Hein, ils ont droit à plusieurs femmes, etc. etc. Hein, voilà. Donc en fait, compte, les Tchétchènes n'ont pas à être considérés comme des réfugiés, des immigrés, mais en tous les cas pas des réfugiés politiques. Hein. Enfin, ils n'ont rien à faire en France, ils ne sont pas les bienvenus. Il faut appliquer un principe de précaution, comment dire, expulsion immédiate de toutes les personnes qui posent des problèmes, des chances de nationalité pour ceux qui ont eu les papiers français. Voilà. Mais bien sûr, il faut que la France récupère sa souveraineté, sorte de l'espace Schengen, de l'Union européenne et rétablisse des contrôles stricts aux frontières. Puis, bien sûr, il faut complètement ignorer ce fameux principe de pas d'amalgame, hein, bien entendu. C'est inopérant, c'est pervers. Hein. Parce qu'on vous dira toujours dans les enquêtes de voisinage « Oh, il était gentil, serviable, on n'aurait jamais imaginé qu'il allait prendre un couteau et décapiter quelqu'un. C'était le gendre idéal, hein, il faisait les courses à sa maman. » Mais oui, voilà. Et puis, rappelez-vous quand même que dans le Coran, c'est ce qu'on appelle la taqiyya, c'est l'art du mensonge, de la dissimulation pour endormir l'ennemi, pénétrer son esprit, son territoire, et ensuite le détruire de l'intérieur. C'est le b.a.-ba de la pratique du petit djihad, le manuel du bon djihadiste aux éditions La Mecque. Hein. Bon. Voilà, vous avez un laxisme et ne vous inquiétez pas, le jour où on aura un candidat à la présidence de la République qui sera arabo-musulman, tous les gentils musulmans intégrés voteront parce que c'est quelqu'un de la grande famille des croyants de l'Oumma. C'est comme ça. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Ils ne font pas partie de la communauté française. D'abord, c'est la communauté des croyants. Et nous, on est des mécréants. C'est tout. On est des infidèles. Donc, bientôt, une république islamique. Et nous serons des citoyens de seconde chose. Ça, c'est de seconde zone chassés du pouvoir. Et
Et voilà, c'est parce que nous sommes des infidèles, nous sommes des laïcs, nous sommes des païens, pire encore. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir survivre ou alors se soumettre, hein, la soumission, voire se convertir et rester des esclaves de ces gens. Voilà. Survivre ou pas, je ne sais pas. À quand? Enfin bon, tout le monde est allé se promener dimanche après-midi, manifester. Bon, je comprends les enseignants, mais enfin les hommes politiques qui pendant des années et des années ont fait la sourde oreille, n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu entendre. Il n'y a pire sourd. Pourtant, c'était frappant quand vous voyez, en l'espace de 20-30 ans, que de plus en plus il y a la présence de l'islam, que vous avez côtoyé quand vous aviez des enfants, des mères de famille qui allaient emmener leurs enfants à la maternelle, à l'école primaire. Et ces mêmes personnes, 30 ans après, vous les retrouvez complètement voilées. Elles ont 50 ans, elles sont grand-mères, elles vont chercher les petits-enfants. Mais du coup, l'obscurantisme religieux est passé par là. Et alors que ça fait 30 ou 40 ans qu'elles sont en France, ces personnes, qu'elles devraient au contraire être plus à l'aise dans la société française, et bien au contraire, elles se réfugient dans leur communauté, dans leurs croyances, dans leurs superstitions, et du coup, elles sont devenues encore plus intolérantes à la vie française. Et voilà. Hein. C'est une constatation de tous les jours. Hein, voilà. En bon père de famille, vous passez devant une école et vous voyez qu'il y a de plus en plus de femmes voilées. Voilà. Elle est où l'intégration? Bon. Donc, on peut se poser la question, mais mesdames, messieurs, que faites-vous en France? Si la vie à la française, si nos femmes sont des putes, si elles ont des jupes trop courtes, si elles sont trop maquillées, si on aperçoit leurs seins dans des corsages, etc., etc., ben oui, je comprends. Vous pouvez être choqués. Mais alors, à ce compte-là, c'est pas en France qu'il faut venir. Allez, vous réfugiez en Arabie Saoudite. Ah, mais ils ne veulent pas de vous. Ah oui, et nous, on veut de vous. Réfléchissez un peu. Vous avez des coreligionnaires au Qatar, en Arabie Saoudite, qui ont des millions à dépenser, et ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas de vous. Oui, vous vous rendez compte. Ils préfèrent embaucher des hindous, des pakistanais pour construire les stades pour la Coupe du Monde. Ils les traitent comme des esclaves. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas y aller d'ailleurs. Ah, bonne question. Bon, allez. Je termine. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Partagez. C'est très triste ce qui arrive. Alors bon, on va vous annoncer quelques expulsions, quelques fermetures de mosquées, mais bon, on voit bien depuis 3 ans comment ça se passe. C'est simplement y réagir comme ça au coup par coup, mais il n'y a aucune stratégie. On continue à avoir 250, 300 000 personnes qui viennent chaque année se réfugier en France, chercher du travail ou toucher des allocs. Hein. La France est un pays où on distribue de l'argent. Ouais, donc quand vous êtes dans des pays où vous gagnez $1 par jour ou €1 par jour, et on vous dit, en France, tu traverses la mer, tu vas avec ta famille et tout, tu as droit à un logement, tu as droit à des allocations, tu as droit au RSA, etc. etc. Mais c'est un appel d'air. Vous vous rendez compte des gens qui sont dans la misère, qui tous les jours luttent pour une bouchée de pain, et là on leur dit, il y a des bureaux en France, on distribue de l'argent. Non mais, on marche sur la tête. Vous croyez que ça va durer combien de temps, hein? Ça allait bien quand il y avait 9 personnes qui travaillaient pour payer un retraité ou un chômeur, vous voyez. Mais là, maintenant, il y a bientôt autant de chômeurs que de personnes qui travaillent. Enfin bon. Qu'est-ce que voulez-vous? Moi, je suis un tout petit dans mon coin. Et puis, les grandes sommités. Puis, attendez, vous avez la dette de l'État. J'en reparlerai la prochaine fois, mais là aussi, on va s'amuser. Et je pense un jour... Je vous le redis en annonce, je parlerai du grand reset en 2021, et faites attention à vos fesses, hein, je vais être trivial, faites attention à vos fesses, parce que je peux vous dire qu'avec tout le pognon qui balance, toute l'économie qui est tombée, toutes les retenues sociales qui ne sont pas payées, les impôts, les TVA qui ne passent pas parce qu'il n'y a plus d'activité, je peux vous dire que l'État a dépensé des centaines et des centaines de millions d'euros, voire de milliards,
et qu'à un moment, on va vous dire, eh ben, écoutez, avec tout ce qu'on a dépensé pour vous, eh ben, maintenant, il faut passer à la caisse. Donc, on a une dette de milliards d'euros, pardon, et puis on n'est plus à 2300 milliards d'ailleurs, on est beaucoup plus maintenant, et voilà, et donc on va vous dire, eh ben maintenant, c'est bien gentil, mais vous avez des comptes en banque, tout ce qui dépasse une certaine somme, on prend. C'est comme en Grèce. Comme en Grèce, des gens qui avaient une retraite normale se sont retrouvés avec 50% de leur retraite. Et on vous dira, ah oui, mais c'est de la faute au Covid. Non, non, c'est la faute qu'il y a des banques qui sont complètement, à force de faire n'importe quoi et d'imprimer avec la planche à billets, on a fait n'importe quoi, l'économie est dans... L'économie, il n'y a plus d'économie, je veux dire, c'est toute la spéculation depuis 10 ans, et puis en fin de compte, vos banques licencient, ferment des agences, etc., etc., se regroupent entre elles, mais en fin de compte, c'est complètement fou, parce qu'en fin de compte, on fait racheter des banques complètement pourries, endettées, on les fait racheter par d'autres banques qui sont à peine guère mieux, et en fin de compte, voilà, ça tient encore un an de plus, vous voyez, on s'illusionne. Voilà. Mais en fin de compte, à un moment, quand vous allez mettre votre carte bancaire et puis que vous allez pouvoir retirer de l'argent, vous allez comprendre et vous allez vous réveiller. Mais ça sera peut-être un peu trop tard. Mais ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Hein, j'y reviendrai. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon commencement de semaine dans la tristesse, dans l'horreur. Bientôt, il va falloir marcher dans la rue en regardant, changer de trottoir quand on croise des personnes qui ne sont pas de votre culture. Mais bon, c'est ainsi. Vous avez toujours bien voté. Et voilà. Maintenant, vous passez à la caisse. Allez, sur ce, à très bientôt. Moi, je suis là. Je vous remercie. Je vous embrasse tous. Merci de votre patience, de votre attention. Et à très bientôt. Au revoir.